Merci à tous d'être venus aussi nombreux. Notre premier profil, donc, c'est une personne très compétente et très ambitieuse qui a commencé par faire du conseil en France et qui a décidé de revenir en Tunisie pour faire du conseil entre Tunis et le Moyen-Orient. Donc sans plus attendre, je vous laisse accueillir Monsieur Wissem Rorbel. Alors bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Je suis très content de me retrouver à l'ESCP puisqu'il y a 10 ans, on a lancé ici même la première version du forum de la TUJ à Paris. 2 ans après, on avait lancé le forum à TUJ à Londres. Le rêve à l'époque, c'était de faire la TUJ, Tunis, Paris, Londres, New York, Dubaï. New York et Dubaï, mais on va y arriver, Inch'Allah, un jour. Je ne suis plus à la TUJ aujourd'hui, je ne suis même plus à Paris. Je suis plus exactement à Tunis, mais entre Tunis et plusieurs autres villes. Tout a commencé, j'étais comme vous, hein, j'ai fait une grande école d'ingénieur. J'ai commencé à travailler, comme je ne savais pas dans quel secteur, j'ai choisi le conseil. Et puis, par la force des choses, j'ai continué dans le conseil. J'ai atterri chez McKinsey à Paris. Donc, je travaillais chez McKinsey. J'avais mes bureaux sur les Champs-Élysées. Vraiment tout ce que vous pouvez imaginer hein, de la vie du conseil, de 12 à 15 heures de travail par jour, la fête de minuit à 4 heures du matin, à 8 heures vous repartez au bureau, etc. etc. Et puis, par le hasard des choses, le 14 janvier 2011, je suis certain que chacun d'entre vous, hein, surtout les Tunisiens, se souviennent exactement de ce qu'ils faisaient ce jour-là. Moi, ce jour-là, j'étais à Tunis et donc, comme j'avais suivi ce qui se passait avant, j'avais décidé avec une bande d'amis, beaucoup d'entre eux étaient des Tunisiens des grandes écoles, hein, des amis qui étaient à Tunis. On s'était dit, le 14 janvier, on doit aller à l'avenue Bourguiba. Là, c'est vraiment un événement important, ce qui se passe dans le pays. Donc, à 9 h du matin, on s'est retrouvés sur Mohamed Khams. On a garé les voitures très, très loin. Et puis, on a commencé à marcher doucement, comme ça, en se disant, qu'est-ce qui va se passer ? En arrivant sur l'avenue, on était content parce qu'il y avait déjà un peu de monde, hein, un petit millier de personnes comme ça amassées devant le ministère. Et puis, au fur et à mesure, on voyait les gens sortir de partout, de toutes les rues. Et affluer vers l'avenue Bourguiba. Donc c'était quelque chose on sentait qu'il y avait quelque chose d'exceptionnel qui se passait. Bon, on n'imaginait pas réellement jusqu'où ça pouvait aller. Mais vers à peu près 13h, 14h, il y avait des journalistes allemands qui ne parlaient que anglais et qui cherchaient comme ça dans la foule à qui parler. Donc mes amis, sachant que j'étais quand même un peu branché, ils m'ont poussé, ils m'ont dit « Allez, va parler aux journalistes allemands ». Donc je commence à discuter avec le journaliste allemand en anglais, bien entendu. Je crois que c'était le journal Spiegel ou quelque chose comme ça. En tout cas, il allait publier ce que j'allais dire en allemand. Donc je me suis dit, je suis rassuré, ça ne va pas apparaître dans les journaux le lendemain en Tunisie. Et tout à coup, il y a 2 flics en civil. Donc comme vous pouvez les reconnaître, hein, une grosse moustache comme ça, et en général un blouson qui fait 2 fois la taille de la personne, qui arrive avec un portable qui commence à me filmer. Et là, je me dis, oulala, qu'est-ce qui va se passer ? Donc j'avais suivi juste avant en fait, certains blogueurs qui étaient arrêtés. Donc je commence à imaginer tous les scénarios. Hein. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui vient des Champs-Élysées à Paris, qui voyage en business et qui rentre à Tunis, se fait filmer par 2 flics en civil. Je me dis, ça y est, là, je dois aller retirer de l'argent en euros de quelque part, mettre mon passeport dans la poche arrière de mon jean et commencer à envisager un scénario de fuite de la Tunisie. Donc vraiment, tout ce que vous pouvez imaginer comme scénario qu'un ingénieur peut avoir en tête, un très déterministe. Alors on va passer par la frontière algérienne, etc. Donc le soir, vers 17h, je rentre chez mes parents, qui bien sûr étaient contre le fait que je parte à l'avenue Bourguiba ce jour-là. Ils disent, qu'est-ce que tu vas y faire, mon fils ? Donc ils ne savaient pas en fait que j'y étais. D'ailleurs ce jour-là, j'étais parti de chez eux sans costume. Donc ils me disaient, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu pars sans costume ? Je dis, oui non, aujourd'hui on ne travaille pas. Aujourd'hui on vient à Maata comme ça. Donc je rentre à la maison et vers 18h, l'avion de Ben Ali s'envole. Donc là, je me suis dit, franchement, c'est un signe du destin. Aujourd'hui, j'aurais pu finir chez ma tante. En arabe, vous pouvez expliquer. Et Ben Ali s'envole. Donc quelque part, c'était magnifique. Je me suis dit, c'est génial. Alors je n'imaginais pas à quel point c'était génial pour tout le pays. Hein. C'était au début quelque chose de très personnel. Mais on jouait à la queue leu leu avec mes neveux. Khobzoumé Ben Ali toute la soirée. C'était génial.
Personne ne comprenait, ne réalisait exactement. Alors ça, c'était vraiment le premier moment fort de mon début de retour en Tunisie. Le moment fort le plus important, c'était quelques jours plus tard. Donc je reçois un coup de fil du Premier ministère. Donc il savait que j'avais fait quelques études un peu sur l'économie en Tunisie. Et on me propose de venir aider pendant quelques jours parce que c'était un peu... l'administration avait un peu déserté, entre guillemets, pendant ces jours-là, parce qu'il y avait les sittings qui étaient à la Casbah, à la Casbah. Et donc, je me dis, bon, je vais demander un congé de 15 jours et je vais aller aider. De toute manière, bon, ça dure 15 jours. Je ne vais même pas emmener mon ordinateur du travail parce qu'il y a McKinsey dessus, etc. Je vais prendre mon ordi personnel et j'y vais. Mais 2 jours plus tard, quelqu'un qui allait devenir ministre me retrouve sur place et me dit « J'ai besoin que tu viennes m'aider au cabinet, je vais être ministre ». Et donc là, c'était plus 15 jours temporaires, là, c'était devenu quelque chose de plus structurel. C'est-à-dire qu'il fallait que je démissionne de mon job. Je ne pouvais pas être à la fois employé de McKinsey, le Satan américain, et être au gouvernement tunisien de transition. À l'époque, il faut vraiment se resituer dans la situation du 17-18 janvier. Gouvernement avec Mohamed Ranouchi, tous les gars du RCD autour, sitting fil Casbah, couvre-feu le soir, on entendait les bruits du cartouche le soir, donc vraiment le pays était complètement troublé. Je suis certain que ceux d'entre vous qui étaient à Paris essayaient de suivre au maximum, ou qui étaient à l'étranger, essayaient de suivre au maximum ce qui se passait, mais c'était quand même une situation exceptionnelle. Donc comme Tunisien de trentenaire comme ça, qui se respecte et qui est très indépendant, je rentre à la maison et je vais demander l'avis à ma mère. Donc je suis sûr que vous faites tous la même chose, arrêtez de rigoler comme ça. Donc je vais voir ma mère, je dis écoute maman, bon j'avais consulté quelques autres amis, etc. Il y avait du oui, du non, du peut-être, du je ne sais pas. Donc je vais voir ma mère, je dis écoute maman, voilà, on m'a proposé d'aller... Amir, arrête de rigoler. Donc on m'a proposé d'aller au gouvernement et il faut que je quitte mon job, il faut que je quitte Paris, il faut que je fasse ça. Et ça, je dois prendre la décision en 2 jours. Donc ma mère, elle me regarde comme ça, mais elle me dit, mais ça va pas, mon fils. Tu travailles chez McKinsey, tu es sur les Champs-Élysées, tu voyages en business, là, tu veux aller dans le couvre-feu, dans ce truc-là. Non, jamais de la vie, tu restes là où tu es. Je suis pas d'accord du tout, quoi. Donc, c'était une nuit assez particulière parce que j'ai très peu dormi, parce que pour une fois, en fait, je sentais que j'allais dire non à ma mère, en fait. Donc, c'est quand même... c'est un événement important, quand même, dans une vie, quoi. Merci. Je lui dirai que vous avez applaudi. Donc, pourquoi, finalement, en fait, j'ai dit non? Parce que, sincèrement, chacun d'entre nous, ayant peut-être vécu en Tunisie, parti à l'étranger, avoir vu le reste du monde, peut-être le monde développé, et avoir toujours en fait cette comparaison, ce lien avec la Tunisie, on se dit mais on a envie de vivre dans un pays qui vale la peine. On a envie d'avoir des routes qui soient droites et pas trouées. On a envie d'avoir des écoles qui forment des gens compétents, qui trouvent un job facilement et qui transforment les entreprises ou les institutions pour lesquelles ils travaillent. On a envie de rouler dans une voiture, ne pas se faire arrêter par un flic pour se faire demander 10 dinars ou 20 dinars ou khamsa ou khmis, etc. On a envie d'aller dans une administration et de trouver que c'est efficace. On rêve tous de ça. On partage tous ce rêve. Donc le jour où on m'a proposé une occasion, une opportunité d'être à l'intérieur de la machine et de vraiment prendre le couffin par... je ne pouvais pas dire non juste parce que je gagnais beaucoup d'argent et que j'avais une carrière brillante, etc. Donc, le lendemain, je me suis réveillé. Au petit-déj, j'ai dit à ma mère que si je ne faisais pas aujourd'hui ce choix d'aller là-dedans, je ne serais plus jamais moi-même. Je ne pourrais plus réellement m'assumer complètement et me dire... Parce que, en fait, j'aurais fait le choix peut-être de la raison, peut-être du non-courage. Donc, j'ai pris la décision à ce moment-là que j'allais réellement le faire. Quelques jours plus tard, je suis monté à Paris, j'ai signé ma lettre de démission et j'ai rejoint ce gouvernement instable. Il y avait une seule condition pour rejoindre ce gouvernement, et ça, l'histoire
l'écrira un jour. J'ai dit oui, mais à condition que tous les gars du RCD ne soient plus au gouvernement, parce que voilà, je me sentais pas sincèrement proche ou je me sentais pas cautionner un gouvernement de ce genre-là. Et Eliès Jouini, à l'époque, avait la même position. Donc c'était la personne qui m'avait proposé d'aller au gouvernement. Donc voilà, donc ça c'était un peu très rapidement l'histoire de mon retour. Après, donc j'ai passé une année dans les administrations. Et j'ai vraiment fait le tour en voyant la Tunisie de l'autre côté de la barrière. Et je peux vous assurer que c'est une expérience unique, formidable, de laquelle je suis très très fier. C'est une expérience où on ne gagne pas d'argent du tout, mais c'est une expérience où on gagne beaucoup en histoire racontée. On gagne beaucoup en les histoires et le vécu que j'ai eu pendant cette année. Une fois que les élections ont eu lieu, il y avait la question de est-ce que je vais rester en Tunisie ou est-ce que je vais repartir? Parce que forcément, quand on a une expérience de ce type, entre guillemets, c'est assez valorisé quand même dans les grosses boîtes de conseil. Donc McKinsey m'avait invité pour présenter cette transition démocratique. Et puis j'avais la proposition de revenir à Paris, New York, Dubaï. C'était quoi les villes de la Tuge tout à l'heure? Toutes ces villes-là. Donc je pouvais revenir où je voulais chez McKinsey. Mais j'avais pris encore une deuxième décision importante dans ma vie qui était de rester. Et là, c'est vraiment quelque chose de très important, une autre charnière importante dans ma vie, puisque rester, c'était aussi continuer à être dans la Tunisie que vous aviez observée à ce moment-là, une Tunisie très instable, une Tunisie peu attractive de l'extérieur, une Tunisie où on sent qu'il y a beaucoup plus de problèmes que de solutions, une Tunisie où quand on réfléchit au diagnostic, on se dit ça y est, on va tous mourir. Mais en fait, non. C'est une Tunisie qui est en train de bouger. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il faut arriver à voir les choses d'un autre point de vue. Donc nous, on a eu en fait ces élections et juste après, il y a eu en fait donc un nouveau gouvernement, l'Assemblée constituante. Et on avait l'impression à ce moment-là en fait que au lieu d'avoir une baguette magique qu'on attendait tous pour transformer la Tunisie, on avait presque une baguette maudite qui a tout transformé en problème. Donc on avait l'impression en fait que ça y est, du jour au lendemain, les chiens étaient devenus macloubines et que les administrations ne fonctionnaient plus et que Phosphate Gaf, ça s'est arrêté de fonctionner et qu'on commençait à voir tous les virus qui venaient de partout et qui restaient en Tunisie. Mais en fait, c'est pas une baguette maudite, comme il n'y a pas de baguette magique pour changer la Tunisie. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à se rendre compte que ces 3000 ans de dictature qu'on a commencé à avoir le lendemain de ces élections ou le lendemain de cette révolution. Et j'insiste bien sur le terme de 3000 ans, parce que je ne sais pas si Ali ça a été démocratique ou pas, mais il me semble en fait que la dictature a duré 3000 années et qu'en 2011, il y a eu ce point de rupture qui nous donne à notre génération, à nous autres, une opportunité unique de réellement changer la Tunisie, peut-être la région, peut-être le monde, hein, qui ne rêve pas de changer le monde. Donc du coup, en fait, ces 3000 ans de dictature ont fait en sorte que tous ces problèmes-là, on a commencé réellement à les voir en face. Et on m'a appris dans le consulting que la première étape pour résoudre un problème, c'est d'en prendre conscience. Et de ce point de vue, j'ai un peu d'espoir par rapport à la Tunisie, parce qu'à chaque fois aujourd'hui qu'il y a des problèmes, c'est-à-dire qu'on est en train de reconnaître qu'il y a un problème, qu'on est en train d'apprendre à appréhender ce problème, et que par la sédimentation des idées, c'est-à-dire au fur et à mesure des années, qu'on va résoudre ces problèmes-là. Alors ça va prendre du temps, ça va prendre de l'énergie, ça va prendre beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, mais c'est quand même un chemin qui procure beaucoup de bonheur, parce que quand on en prend conscience, finalement, c'est l'un des meilleurs chemins qu'on puisse avoir. Imaginez, hein, souvenez-vous, le 13 janvier au soir, pour nous, l'horizon, c'était Laïla Ben Ali 2014 et les Trabelsi qui écrasaient les gens dans les routes, etc., etc. Aujourd'hui, on a peut-être une chance de s'en sortir. On a peut-être une chance de construire le pays dont on rêve. On a peut-être une chance de faire en sorte que nos enfants, que vos enfants, que vous n'avez peut-être pas déjà ou qui vont venir, qu'ils vivent dans un pays digne de ce nom, qui s'est transformé, qui a fait quelque chose de nouveau. Et alors ces choses-là, elles peuvent être à la fois politiques, économiques, sociales et culturelles. Politique,
aujourd'hui, on est dans une démocratie représentative, mais on peut tirer la ficelle vers la démocratie directe. Et là, j'invoque un peu ce que j'appelle le génie tunisien. Ce n'est pas du chauvinisme, mais souvenez-vous, hein, dans les cours d'histoire où vous faisiez de la dictée, parce que vous tous, vous avez eu des cours d'histoire avec de la dictée, pas d'histoire seulement, histoire, géographie, tarbiya wataniya, tarbiya islamiyya, tous ces cours-là, vous les avez eus avec de la dictée. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas que vous réfléchissiez. On voulait que vous soyez des calculatrices. Donc dans ces cours d'histoire-là, on nous a pas appris, on nous a peu appris sur la Tunisie. On nous a pas appris que la Tunisie, c'était le pays qui est le premier pays du monde arabe, musulman, africain à avoir eu une constitution, à avoir aboli l'esclavage, à avoir eu des philosophes des Lumières, qui Matar Haded ou Mohamed Ali El-Hami, à avoir eu le premier syndicat, à avoir eu le premier, en tout cas, les premières lois progressistes par rapport à la femme. Les 30 années de Ben Ali, en fait, c'était une mauvaise parenthèse dans l'histoire du génie tunisien. Et la révolution est venue pour corriger cela. Et le début, c'était 2011. On est en apprentissage, on est comme les petits bébés hein, qui se relèvent et qui tombent. Mais nous sommes en train d'apprendre. Après tout, le modèle est encore là. Donc, sur la politique, on peut pousser vers une démocratie directe. Et ça n'existe nulle part dans le monde. Mais nous, en Tunisie, on peut réfléchir ensemble à pousser vers la démocratie directe. Sur l'économie, nous avons tout un modèle à réinventer totalement. Et peut-être que, comme démocratie rime un peu avec libéralisme, on voit aujourd'hui que le libéralisme, peut-être, c'est une solution qui marche un peu pour créer de la richesse, mais la répartition de la richesse ne se fait pas correctement dans le monde. Et je vous invite à lire les ouvrages de Piketty là-dessus. Et peut-être qu'en Tunisie, nous, on peut trouver des solutions pour ça. Après tout, on est un pays de 10 millions d'habitants et on a la flexibilité, on peut repenser ça, mais il faut qu'il y ait des gens qui s'impliquent là-dedans. Socialement, nous avons en Tunisie 2 pays. Un pays qui travaille, qui a des voitures, qui a des salaires, qui a la CNSS, qui a des retraites, qui vit sur la côte peut-être. Et puis un autre pays, hein, ils vivent aux mêmes endroits parfois. Vous savez qu'en Tunisie, il y a 1 million de personnes qui travaillent mais sans avoir de couverture sociale ni de retraite. 1 million. Les femmes de ménage, les gens qui lavent vos voitures, même des gens en fait, qui travaillent dans des usines ou dans des entreprises qui se respectent, enfin, entre guillemets. Mais il y a 1 million de personnes qui travaillent sans avoir de couverture sociale. Ces gens-là, on les côtoie tous les jours et je pense qu'on est comme l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, sauf que nous, on n'a pas de mur. Il faut qu'on fasse la fusion entre ces 2 pays. Et c'est ça, je pense, ce que la Tunisie devrait faire sur les prochaines années. Et puis enfin, culturellement, ça fait 10 siècles, je crois que le monde arabe, musulman, répète un peu les mêmes formules. D'ailleurs, je ne sais pas d'où elles viennent, mais et sincèrement, je pense qu'il est temps, aujourd'hui, qu'on saisisse cette opportunité pour qu'en Tunisie, on soit capable de remettre en cause un certain nombre de choses et qu'on remette en place un vrai système de valeurs. Vous, dans vos entreprises, dans vos familles, dans tout ce que vous faites, je suis certain que vous êtes en train de chercher l'excellence, que vous ne faites pas de procrastination, que vous n'êtes pas fataliste. Eh bien, nous, en Tunisie, on est fataliste. Dans notre langage du quotidien, on le dit, hein, on l'exprime. Je finis bientôt. Donc on est fataliste parce qu'on dit maktoub, qu'on dit Allah ghalb. On fait de la procrastination parce qu'on dit ya'mal Allah ou Inch'Allah dans un mauvais sens ou je ne sais plus quelles autres expressions. On n'est pas dans l'excellence parce que y a plein d'expressions en fait qu'on utilise. On est aussi dans il faut qu'on recherche l'honnêteté. Je m'arrête salakha ou khbith ou halouf ou c'est que quand quelqu'un on dit de lui qu'il est qarraï, c'est que le mec il est raté quoi. Il faut qu'on arrive à inverser notre système de valeurs et ça passe par des agents du changement. C'est quoi les agents du changement? C'est vous. C'est chacun d'entre vous doit être un agent du changement. Moi aujourd'hui j'ai décidé d'être un agent du changement en Tunisie, de créer autour de moi et de ramener le maximum d'agents de changement. C'est des agents secrets, Finomo Consulting, dans les associations. C'est tous des agents du changement. Et ils font du changement tous les jours, au quotidien, partout. Donc ils s'arrêtent au feu, ils ne donnent pas d'argent aux flics. Quand ils vont quelque part et qu'ils voient que quelque chose, ça ne va pas, ils vont
bah, ils vont gueuler pour que ça arrive. Et je vous assure que c'est une bataille du quotidien. Et c'est une belle bataille parce que c'est possible. Et tout à l'heure, on parlera dans la conférence plénière de la Tunisie 2030. Et ben, c'est cette Tunisie-là dont je rêve. Je sais que c'est un rêve qui est peut-être aussi haut que de monter à l'Everest. Mais moi, je veux monter. Je finirai par un poème, un extrait d'un poème d'Abul Qasim Chebi qui dit وما يخشى صعود الجبال يبقى أبد الدهر يعيش أبد الدهر بين الحفر. Et أنا ما عادش نحب نعيش في الحفر. Merci beaucoup.